sociaux. Ce soir, nous parlons de la Syrie. Le conflit, vous le savez, a commencé il y a plus de 2 ans et demi, en mars 2011. Il a fait plus de 110 000 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La coalition nationale syrienne a annoncé mardi la formation d'un gouvernement provisoire. Dans le même temps, des formations kurdes ont annoncé l'établissement d'une administration autonome. Alors, comment ces pouvoirs vont-ils cohabiter ensemble? Se dirige-t-on vers une partition du pays? Peut-on encore espérer une solution politique? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, CV Izoli Aydin, bonsoir. Vous êtes avocate au barreau de Paris, vous êtes syrienne, vous êtes kurde, vous êtes présidente de la déclaration de Damas en France, et je précise que le Premier ministre par intérim de la coalition nationale syrienne, Ahmad Toumé, est secrétaire général de votre mouvement, donc de cette déclaration de Damas. Aitam Mana, bonsoir, vous êtes syrien également, opposant, président du Comité national de coordination pour le changement démocratique à l'étranger, et vous êtes hors de cette coalition nationale syrienne. Jean-Paul Chagnolot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la revue Confluence Méditerranée et de l'IREMO, avec lequel nous sommes partenaires, professeur des universités, et avec nous Adam Bashko, vous êtes chercheur à Noria, institut de recherche sur les conflits armés, la politique internationale, et par ailleurs doctorant à l'école des hautes études en sciences sociales. Et je précise pour nos téléspectateurs que vous étiez en août dernier à Alep. Avant de commencer ce débat, on écoute tout de suite le Premier ministre par intérim de la coalition nationale syrienne, Ahmed Toumé, qui vient donc tout juste d'être désigné. C'est un jour historique pour la Syrie et pour les Syriens que nous attendons depuis plus de 50 ans. C'est une nouvelle république. Notre objectif est de servir notre peuple, de leur donner l'avenir qu'ils méritent, de travailler pour eux jour et nuit. En travaillant ensemble, nous arriverons à la société démocratique pluraliste qu'ils méritent. Aitam Mana, un gouvernement provisoire vient d'être formé. Est-ce que vous vous en félicitez? Écoutez, quand on a des ministres qu'on n'a jamais parlé d'eux ou de leur rôle de militants contre ce régime, ici ou là, quand on a des noms inconnus, il y a des gens qui vont regarder, dire que la femme ministre de la culture à Damas est au moins plus compétente que la femme ministre à Istanbul. Malheureusement, on a donné crédit à un régime dictatorial avec un projet et une idée médiocre. Je crois que la formation d'un simulacre de gouvernement, parce qu'on n'a pas un seul nom respecté et connu dans la société syrienne, donne beaucoup de crédit à notre ennemi. CV Izoli Aydin, qu'est-ce que vous répondez à ce que dit Aitam Mana, qui dit finalement que ce gouvernement provisoire n'a pas de légitimité, et que ces hommes, et en effet il y a aussi une femme dans ce gouvernement, ne sont pas connus finalement du peuple syrien? C'est souvent le reproche que l'on fait à l'opposition à la coalition nationale syrienne. On dit finalement ce sont des gens qui vivent en exil à Londres, à Paris, et qui sont déconnectés de la réalité du terrain. Non, ce n'est pas exact, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient des femmes, des hommes, qui ont depuis très longtemps une histoire de position à l'encontre de ce régime, et aujourd'hui ils sont un peu mis à l'écart. Je citerai par exemple Fida Horani. C'est une femme, oui, non, mais c'est pour dire, ce n'est pas uniquement les gens qui sont médiatisés aujourd'hui, ou qui sont en devant de la scène après le déclenchement de la révolution syrienne, qui ont une légitimité d'être représentants dans ce gouvernement. Et en plus, la question, ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'idées, de coalition. Et vous savez que dans cette coalition syrienne, il y a la déclaration de Damas, et vous savez très bien aussi qu'en Syrie, la seule forme d'opposition à ce régime organisé, je ne parle pas d'opposants, il y a eu toujours en Syrie des opposants formidables, des gens qui ont battu cette dictature, qui ont été emprisonnés, qui ont payé trop cher pour leur lutte et pour leurs idées. Mais en tant que forme d'opposition, après le mouvement des frères musulmans qui avaient une stratégie, une idéologie très restreinte et un mouvement armé, il n'y a que la déclaration de Damas qui était une forme d'opposition fiable, qui a réuni une très Depuis 2005, large... cette déclaration de Damas, on le rappelle quand même pour nos téléspectateurs, qui est déjà antérieure au début de la contestation syrienne. Mais bien sûr, avant la contestation. Et aujourd'hui, le Premier ministre
donc déclarés appartiennent à ce mouvement de la déclaration de Damas. La déclaration de Damas fait une partie de la coalition. Certes, elle n'a pas, la déclaration de Damas, le rôle qu'on aurait espéré avoir dans cette coalition. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a certains groupes qui dominent la coalition et qu'on aurait aimé que ça ne soit pas comme cela. Or, aujourd'hui, je pense qu'un pas a été franchi avec cet accord et cette constitution de ce gouvernement provisoire. Je pense qu'on est en train d'avancer et de marcher vers une nouvelle stratégie qui est courante. Jean-Paul Chaniolo, cette réaction d'un internaute, ce ne sont pas les dirigeants de la coalition nationale syrienne parcourant en avion les capitales arabes et occidentales à la recherche de soutien qui vont faire quelque chose pour ce pays. Je crois que cette histoire la façon de présenter jusqu'à maintenant, c'est un peu un faux problème. Je veux dire que là, si on remet pas ça dans une dynamique politique, la vraie question, c'est de savoir à quel moment ça se situe. Et je pense que cette idée de gouvernement, il remonte à déjà longtemps. On voulait qu'il y ait un gouvernement, et c'est presque un moment incontournable pour pouvoir structurer, fédérer une opposition. On pourrait prendre plein d'autres exemples à travers l'histoire, extrêmement différents, et on verrait qu'à un moment donné, il y a un gouvernement. Alors la question de savoir si les gens sont connus, pas connus... il y a une question de légitimité quand même, parce que certains disent finalement que ce sont les capitales occidentales qui poussent à la formation d'un gouvernement. La légitimité, elle ne se décrète pas, elle se construit. Alors on peut avoir effectivement déjà des éléments forts de légitimité sur lesquels on s'appuie, mais quand on a eu un régime de ce type, il est bien difficile de trouver ces éléments, bien entendu. On a quand même des oppositions qui ont été écrasées pendant des décennies, et c'est pas mes amis syriens ici présents qui vont dire le contraire. Donc à un moment donné, il y a des gens qui sortent, ils sont ce qu'ils sont, et c'est à eux de se donner la légitimité que leur combat politique va leur donner. C'est-à-dire que est-ce que la prochaine... On a entendu tout à l'heure l'idée que c'est un moment historique, eh bien il faut... C'est pas le tout de le dire, maintenant il faut essayer de transformer les choses, et c'est immense comme travail, parce qu'il faut rassembler à l'extérieur, c'est peut-être pas le plus difficile, et encore, mais aussi évidemment rassembler à l'intérieur, et là c'est extraordinairement compliqué, et enfin fédérer l'ensemble. Donc je veux dire que nous sommes à un moment d'un combat politique, d'une dynamique politique. Moi je dirais, ce moment, on ne peut pas le juger en lui-même. Il est important qu'il ait eu lieu. Maintenant, il faut que ça se concrétise. Structure, fondamentalement, ça structure. Et moi je crois que c'est par rapport à tout ce qui s'est passé, et dans l'oubli de la question syrienne en ce moment, parce que c'est vrai qu'on a tendance à la marginaliser. Il suffit de lire la presse, il y a plus beaucoup de choses sur la Syrie, on l'a oublié. L'affaire chimique sur laquelle on reviendra tout à l'heure, peut-être, a quand même très largement fait en sorte qu'on s'est dit, ben voilà, c'est réglé, la question des armes chimiques est réglée, donc la question est réglée. Enfin, il y a eu des amalgames un peu rapides. Je schématise en disant ça, bien entendu, mais enfin, il y a quelque chose de cet ordre. Donc, je trouve que là, on repart sur un élément qui me paraît fort, et on verra bien si la légitimité va se construire dans ce gouvernement. Mais ce moment me paraît important. Pardon, peut-être réagir. Et ensuite, excusez-moi, oui, réagir à cela. Cette réaction de dire que ce sont les gouvernements occidentaux qui poussent à cela, moi j'ai le sentiment exactement du contraire. Et j'ai à l'esprit l'exemple de première guerre du Golfe. Vous savez, en 92, les pays alliés ont fait la guerre à Saddam Hussein, et en milieu de la route, alors qu'ils ont incité le peuple irakien et kurde et chiite à se révolter, on les a laissés en milieu de la route et on n'est pas allé jusqu'au bout. Du coup, Saddam Hussein est resté encore 10 ans après cette première guerre donc de Golfe. J'ai l'impression, au contraire, que les pays occidentaux n'ont pas tellement soutenu l'opposition syrienne, notamment l'opposition à l'extérieur, pour pouvoir se concrétiser dans un gouvernement transitoire de coalition, et qu'au contraire... On a quand même le sentiment que Paris, quand même, se démenait en mettant sur pied conférence après conférence, justement pour fédérer cette opposition syrienne. Il faut bien qu'ils compensent un peu leur incapacité à agir pendant tant de temps. Alors là, il faut quand même qu'il y ait quelques éléments d'initiative politique, même si ça arrive bien tard. Adam Bachko, moi ce que je voudrais savoir, c'est quelle va être finalement la marge de manœuvre de ce gouvernement provisoire, qui finalement est pris en étau d'un côté par les groupes, entre les groupes djihadistes et les Kurdes aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que les zones qui ont été libérées, ce sont des zones du nord et de l'est. C'est là où se trouvent aussi les Kurdes qui ont déclaré, certains groupes armés kurdes qui ont déclaré l'instauration donc d'administration autonome. Donc ce gouvernement finalement est pris en étau entre d'une part les djihadistes qui sont aussi au nord et à l'est et ces Kurdes. Alors, quelle va être sa marge de manœuvre? Il y a cet étau, mais avant même cet étau, il y a une vraie dichotomie qui quand même devient de plus en plus forte. Et si en effet
quoi qu'il en soit, c'est toujours un pas positif d'avoir l'annonce d'un gouvernement. C'est très très tard. C'est très très tard parce que la dichotomie entre l'opposition, l'insurrection syrienne à l'intérieur et l'opposition à l'extérieur n'a jamais été aussi forte. Les institutions qui se construisent, qui fonctionnent de mieux en mieux dans les villes syriennes, encore aujourd'hui, je veux dire, le système judiciaire progresse dans les villes syriennes, le système administratif progresse. En décembre-janvier, quand on est parti, nous sommes partis à Troyes, nous pensions que nous aurions une épidémie de choléra à l'été qui était inévitable. Les médecins d'MSF en parlaient. À l'été, vous n'avez pas cette épidémie, les ramassages d'ordures fonctionnent bien, l'électricité, l'eau, enfin. On a rétabli un certain nombre de services dans la ville d'Alep, à Raqqa aussi, donc derrière cette image très chaotique, il y a quelque chose qui fonctionne à l'intérieur, sans argent, ce qui est extrêmement impressionnant. C'est quelque chose que j'ai rarement vu dans d'autres situations de guerre civile. C'est une administration qui s'est construite avec très très peu d'argent et qui a réussi à organiser des choses. Cette administration est très déconnectée et c'est tout le problème de l'opposition syrienne à l'extérieur de la Syrie. C'est une vraie difficulté. Ce sont des gens... Mais c'est qui cette administration ? Alors, pour vous donner un exemple, à Alep, c'est le mélange de 3 groupes sociaux. C'est le mélange des gens qui ont participé aux protestations de 2011. Donc, ce sont ces gens qui n'étaient pas du tout politisés, qui, en voyant les autres révolutions arabes, sont descendus dans la rue et se sont mis à se politiser. C'est aussi les notables alepins, des gens qui ont un certain réseau, qui étaient entre le régime et l'opposition et qui ont choisi de s'intégrer dans ces institutions-là. C'est enfin ces techniciens, fonctionnaires qui ont accepté de faire le pas de passer du côté des administrations de l'insurrection. Il faut se rendre compte qu'Alep, c'est des milliers de gens. Ce ne sont pas du tout des choses anecdotiques. Vous avez des milliers de gens qui travaillent pour ce qu'on appelle la municipalité d'Alep. Et eux se sentent complètement, finalement, déconnectés, pas représentés par cette opposition à l'extérieur ? Absolument, et vous le voyez dans le fait que les gens qui sont à l'extérieur... C'est ce que dit finalement Haitham Mana aussi d'une certaine manière. D'une certaine manière, les réseaux, mais même les réseaux des gens, des Syriens qui font partie de l'opposition de l'extérieur sont extrêmement différents des réseaux des gens de l'intérieur. Vous avez très peu de communication entre les deux, et lorsqu'ils se parlent, c'est pour, en général, se jeter des invectives. Rajouter à ça les groupes armés qui sont liés de manière assez forte à l'administration. Ce sont des gens qui se connaissent, sont souvent des gens des mêmes familles, voire ce sont des gens qui sont entre les deux. Ce sont des gens qui, pendant la journée, font leur travail dans l'administration et le soir participent au groupe armé. Eh bien, ces gens-là se sentent encore plus détachés de la dynamique dans l'opposition à l'extérieur de la Syrie. Et est-ce qu'ils ont conscience aussi de ces divisions, justement, de cette opposition syrienne à l'extérieur ? Oui, ils en ont. C'est trop loin pour eux. Alors, trop loin de leurs préoccupations. Les explications, comme toujours dans des situations révolutionnaires, de guerre civile, sont assez conspirationnistes. On va expliquer que c'est la faute de l'Arabie Saoudite, que tout ça c'est les Américains, tout ça c'est Israël. Donc les explications sont conspirationnistes, mais ce qu'ils sentent et ce qu'ils voient, parce que beaucoup d'entre eux font des allers-retours entre Gaziantep, entre les villes turques et la Syrie, c'est que dans le fond ils ont une opposition à l'extérieur qui a des discussions qui ne les concernent pas, qui sont des discussions sur comment penser le futur ou comment diviser, comment partager les postes sur... c'est comme ça qu'ils le perçoivent, comment partager les postes sur un gouvernement de transition, alors que leur problème c'est rétablir l'électricité, c'est assurer la fourniture du blé, loin de leurs préoccupations. Trouver des armes. Haitham Mana, moi ce que je ne comprends pas toujours pas, parce que ça fait quand même 2 ans que vous venez régulièrement sur ce plateau, c'est pourquoi vous ne rejoignez pas, vous, la coalition nationale syrienne ? Pour quelles raisons ? Finalement, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de ça aujourd'hui, les Syriens de l'intérieur, ceux qui se battent, justement d'une opposition qui est unie ? Alors je sais qu'on l'a posé 1000 fois la question, mais je vous la repose encore ce soir. Quel est l'argument majeur ? D'abord, j'aimerais bien vous dire que je suis l'un des fondateurs de la déclaration de Damas. Et j'ai quitté la déclaration quand j'ai senti qu'il ne représente plus les ambitions qu'on a voulu regroupés au sein de la déclaration. Maintenant, la déclaration de Damas représente une partie très minime de l'origine. Oui, mais pourquoi pas rejoindre cette coalition nationale syrienne ? Deuxième chose, la coalition est préfabriquée après l'annonce de Mme Clinton, la fameuse phrase de Clinton, « expired ». Quand il a dit au Conseil national syrien que ça y est, votre temps est terminé, on a amené les gens à Doha et avec les Khawaja, c'est-à-dire avec M. Chevalier, M. Ford, M. Walks, etc., qui sont là toujours, et on a voulu nous imposer une nouvelle structure, avec des pourcentages, avec tout. Ça veut dire quoi avec des pourcentages ? Même les pourcentages pour chacun étaient prêts. Ce qui vous gênait, le fond du fond, est-ce que ce qui vous gênait, est-ce que c'était les frères musulmans parce que Non. Ce qui nous gêne, écoutez, si le comité de coordination nationale
pour le changement démocratique existe jusqu'à aujourd'hui, sans un centime d'argent de quiconque, c'est parce qu'on a notre indépendance politique et le respect de la population. Parce qu'ils nous respectent, parce qu'on a notre décision politique. C'est pas Chevalier ou Forte qui décide à notre place. Là, vous parlez donc des ambassadeurs de, oui. voilà, de, alors c'est pour ça, de la moi France je vous dis, et je vous dis américains. une chose. Un mouvement qui veut se débarrasser d'un régime dictatorial ne doit pas abandonner notre première indépendance. La deuxième indépendance, qui est la démocratie, doit être à côté de la première. Notre problème maintenant, c'est que l'intervention dans nos affaires et la décision à notre place, c'est lui qui est soumis, c'est lui qui accepte. Et quand il a dit une phrase très importante, les gens travaillent sans argent. Alors quand on sait tous qu'il y a plus de 4 milliards qui sont payés pour ces structures civiles à l'intérieur du pays, on dit comment les gens travaillent sans argent. Alors il y a vol, il y a tout ce qu'on veut de corruption, il y a Syriagate, on a un problème réel. Aujourd'hui, on veut qu'on entre dans cette histoire. Comment nous avons notre dignité, notre ligne politique, notre indépendance politique et notre programme démocratique. Quand on a dit il y a le danger de l'extrémisme islamiste. Et c'est vrai que vous l'avez dit sur ce plateau et vous l'avez dit très tôt sur ce plateau. Et personne m'a cru. Et tout le monde me disait à l'époque, vous exagérez, vous êtes en train de servir le régime. Maintenant, quand ils voient qu'ils n'ont pas un seul morceau de terrain pour faire entrer un ministre sur le territoire syrien, alors là c'est grave. S'ils n'ont pas appris, ils sont en train, jusqu'à aujourd'hui, de construire un gouvernement que je défie, madame, de donner les noms des ministres en tant que citoyen syrien. Jean-Paul Chagnolot. Non, moi, je n'ai pas envie d'intervenir dans un débat qui est entre Syriens, mais je trouve toujours un peu, comment dirais-je, regrettable, effectivement, de ne pas avoir une vision à plus long terme. Je pense que on a sans doute des désaccords, mais moi, une fois encore, je ne vais pas me mettre dans la peau d'un Syrien, ce que je ne suis pas. Et puis, on me reproche quelquefois de parler de la Syrie parce que j'ai telle ou telle position. C'était le cas il n'y a pas encore très longtemps, c'était il y a quelques minutes, donc hors plateau. Donc, je crois que on est dans des dynamiques extrêmement complexes. Et je pense que si chacun n'essaie pas de trouver un chemin pour avancer un peu et pas rester figé sur des positions, eh bien, évidemment, le résultat, il est acquis d'avance. C'est tout le monde perd, c'est perdant-perdant. Et c'était très intéressant ce que vous nous avez dit sur Alep, mais je pense qu'on a affaire aussi à des situations assez classique, à la fois très spécifique et tout à fait original, mais classique, c'est-à-dire la question d'une résistance intérieure, d'une organisation, d'une administration intérieure, et à l'extérieur, des gens qui se battent autrement. Et on pourrait citer je ne sais combien d'exemples, par exemple, je sais pas, historiquement, là, dès qu'on prend un exemple, on dévie vers d'autres choses, mais la France, dans les années 40, il y avait une résistance intérieure, il y avait un gouvernement qui s'est construit à l'extérieur. Pour prendre l'Algérie, on pourrait prendre plein d'exemples. À chaque fois, c'est complètement différent. On est bien d'accord. Mais je veux dire, ces types de questions se posent. Après, il faut essayer de faire en sorte que ça se fédère. Et des gens d'Alep ont besoin aussi de la légitimité extérieure. Et inversement, quoi. Alors, oui, je vais vous dire, malheureusement, on doit faire une petite pause. On va reparler de la Syrie dans la seconde partie de notre débat. Et je voudrais qu'on parle aussi de cette déclaration quand même de ces groupes armés kurdes qui ont déclaré donc l'établissement d'administration autonome, même si Haïtam a dit qu'il ne faut pas utiliser le thème autonome. Et y a-t-il un risque de partition de la Syrie dans un instant? À tout de suite. De la coalition nationale syrienne, bien un gouvernement provisoire et dans le même temps l'annonce par des formations kurdes de l'établissement d'une administration autonome de transition. Sevizolin Aydan, est-ce que le CNS, est-ce que la coalition nationale syrienne reconnaît cette nouvelle administration kurde? Je précise que vous êtes kurde vous-même. Oui, justement, d'où la difficulté. Alors, comment répondre à ça? Voilà. Non, ce que j'aurais voulu d'abord répliquer à ce qu'a dit M. Mana, effectivement, on accuse la coalition syrienne d'être dirigée par des pays de Golfe ou dirigée par la Turquie ou conduite par les pays occidentaux.
La coalition aussi reproche au comité de coordination en disant vous êtes un peu dirigé par l'Iran, par le régime. Donc ce sont des accusations. On continue à s'accuser mutuellement alors que nous avons énormément de choses à faire. Et vous avez entendu, les gens sur place essayent de survivre. Donc voilà, nous avons des points communs et on peut avancer l'un vers l'autre. Elle vous tend la main, hein. Oui, vraiment, mais vraiment, je pense qu'on a de quoi faire et que notre peuple a quand même un devoir sur nous d'avancer ensemble. Cela est dit, maintenant, ma position, effectivement, la question kurde. Alors là, la double casquette. Ce que je trouve regrettable avec cette question kurde, que nous, en tant que Kurdes, nous sommes toujours obligés de nous défendre pour dire aux Arabes, bah, écoutez, nous ne demandons pas un État, nous ne demandons rien. Et alors moi, je pose la question, pourquoi il y a 22 États arabes et que nous, on ne peut pas avoir un État? Pourquoi il y a 53 États américains et nous, on ne peut pas avoir un État? Pourquoi donc il y a 36... un État du Kurdistan? Pas du tout. 36 États européens et les Kurdes sont toujours obligés de dire nous ne voulons pas un État. Moi, je voudrais dire aujourd'hui, le principe qu'on pose, c'est que les Kurdes ont le droit, comme tous les autres peuples, de se constituer un État s'ils le veulent. C'est le principe de l'autodétermination. Or, aujourd'hui, les Kurdes, selon ce principe d'autodétermination, ne réclament pas un État. Arrêtez de nous dire, vous ne le dites pas, mais en fait, vous le voulez. Si on le veut, on va le dire. Donc, premier pas. Deuxièmement, la coalition syrienne, maintenant il y a le Conseil national kurde qui a intégré la coalition syrienne. Et il y a un accord qui a été conclu entre la coalition syrienne et le Conseil national kurde qui a intégré donc la structure. Est-ce qu'il y a un Kurde d'ailleurs dans le gouvernement provisoire qui vient d'être désigné? Il va y avoir, je ne sais pas, comme il m'a mis un défi de citer les noms des membres du gouvernement. Effectivement, je ne connais pas. Voilà, je ne connais. Oui, non, il n'y en a pas non plus. Mais le vice-président de la coalition doit être un Kurde et en fait l'accord avec les Kurdes a été signé là il y a 3 jours. Mais alors il y a un groupe, le PYD qui est proche du PKK, c'est-à-dire du Parti des travailleurs du Kurdistan, qui donc de la Turquie, des Kurdes de Turquie, qui lui annonce donc une administration autonome. S'il vous plaît. Attendons. La déclaration n'est pas faite par le PYD. La déclaration est faite par le Conseil régional composé de 61 personnes. De ces 61 personnes, il y a, c'est vrai, à peu près la moitié qui est de PYD. Mais il y en a. Le Parti démocrate kurde. Il y a le Parti démocrate de gauche kurde. Il y a le parti Yekiti, de l'unité. Il y a le parti du peuple kurde. Il y a le parti libéral kurde. Il y a l'organisation assyrienne démocrate. Il y a l'Union assyrienne. Oh, il y en a de nombreux. Tous ces gens-là. Et il y a aussi l'Union arabe. C'est-à-dire ceux qui ont composé l'administration locale et qui ont déclaré ça, 61 personnes. Il y a à peu près 28, si je ne me trompe pas, qui sont de PYD et les autres sont composés de partis politiques et des personnalités indépendantes. Deuxième chose, moi j'aimerais bien dire un mot. Comme elle a dit, nous vivons dans ce qu'on appelle la phobie kurde. C'est-à-dire à cause d'Erdogan aussi, il joue dans cette histoire. Pas seulement les... Chaque fois qu'il y a un petit droit, c'est-à-dire danser dans la rue avec des habits kurdes, on dit voilà, un État kurde est déjà là. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Mais bien sûr. Ça, vous êtes complètement d'accord avec ça? Oui, nous vivons avec ça. Alors qu'on arrête, il y a des droits essentiels pour les peuples kurdes. Notre devoir d'Arabes et d'autres de respecter ces droits. Est-ce qu'ils ont droit à l'autonomie? Ils ont le droit à l'autonomie. Mais les mouvements kurdes en Syrie déclarent ce qu'on appelle administration civile. Oui, vous dites qu'il n'y a pas le terme d'autonomie. Le Conseil national kurde réclame le fédéralisme. C'est encore plus que l'autonomie. Eve Izuli Aydin, est-ce que vous condamnez
cette déclaration? Pas du tout. Pas du tout, mais par contre, le Pourquoi CNS, la coalition nationale syrienne à laquelle vous appartenez, via cette déclaration d'Anas, elle s'en prend radicalement à ce groupe qu'elle a qualifié de formation hostile à la révolution. Mais donc je là, vous vous dis, n'êtes pas sur la même ligne mais je vous dis, que madame, la coalition C'est nationale. absolument vrai techniquement. Enfin, je pense que d'un certain point de vue, on est très loin de ce qui est en train de se passer dans les zones kurdes. Je veux dire, quand on dit que ce sont des formations kurdes, ce ne sont pas des formations kurdes, c'est bien le PYD lui-même qui est un parti qui, lorsqu'on va dans les villes des zones kurdes, sont des bureaux vides, qui n'a pas de pouvoir exécutif, car le pouvoir exécutif est tenu par les combattants du PKK. Donc, quand on parle de ces formations kurdes, on parle du PKK en tant qu'organisation transnationale, et lorsqu'on parle du congrès en question, où il y a ses 61 membres, c'est 28 plus ses alliés, ce qui dépasse la majorité, et c'est un congrès qui n'a aucune responsabilité exécutive. C'est un congrès qui n'a pas de pouvoir. La décision en question est quelque chose qui n'est pas nouveau, par contre. Cette administration existe déjà, elle existe depuis 1 an et demi, c'est une annonce qui est d'abord à visée médiatique, à visée de contrecarrer dans le processus de Genève, dans cette annonce de ce qui se passe dans la coalition, de dire que les Kurdes existent aussi. Parce que ce qu'il faut se Mais rendre la coalition est très remontée contre cette annonce. Absolument, mais c'est parfaitement logique, puisque c'est une contre-annonce et c'est une annonce absolument hostile, sachant qu'en ce moment, ce qui manque peut-être ici à dire, c'est que toutes les zones kurdes sont en combat extrêmement intense contre les membres de l'armée libre, et de l'État islamique en Irak et au Levant. L'armée libre, c'est contre les groupes salafistes et extrémistes islamistes. Moi, je vous Attendez, écoutez. Pas seulement. Mais bien sûr que seulement. Le problème, ce qu'on reproche, moi je suis dans la déclaration de Damas, je ne suis pas membre direct de la coalition de l'opposition syrienne, mais en tant que membre de déclaration de Damas, oui, ce qu'on reproche toujours à cette coalition, c'est de ne pas avoir pris une position claire et nette depuis le départ à l'encontre de ces groupes islamistes terroristes, contre Jabhat al-Nasra et contre ce qu'on appelle Daesh, c'est l'État islamiste de l'Irak et de Louvain. Bien sûr, ce n'est pas l'armée libre syrienne, monsieur. Ces groupes islamistes ont tué et ont emprisonné des commandants de l'armée libre syrienne. On a arrêté des opposants syriens, on a arrêté des journalistes. Ils portent une atteinte très 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 grave aux droits fondamentaux. Il est d'accord avec ça. Absolument. Voilà. Adam Bashko, mais ce que vous dites, c'est que c'est l'ASL qui est contre l'armée libre syrienne, mais les Kurdes se combattent contre ces groupes extrémistes islamistes. Je vais essayer de le faire très rapidement, de manière à peu près précise, qui va donner une idée de la complexité de ce qui se passe en ce moment dans les zones du Nord. Vous avez des Kurdes qui sont dans l'armée libre. Donc bien sûr que l'armée libre n'est pas anti-kurde. Vous avez 1000 à 2000 Kurdes qui se battent dans des brigades parfois kurdes, parfois mixtes. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous avez des combats entre ces groupes djihadistes d'un côté, l'armée libre aussi est djihadiste, parce qu'il y a aussi un langage de djihad, mais vous avez des combats entre l'État islamique affilié à Al-Qaïda et l'armée libre qui se reconnaît de la coalition. Et dans les zones où vous avez des combats contre les Kurdes, je veux dire notamment l'Est, et ainsi que les deux enclaves de Afrin. Si on peut voir d'ailleurs la carte aussi. Oui, si vous montrez la carte, vous verrez les 3 zones. Là, ce qui est très impressionnant, c'est que cette même armée libre, qui est en tension très forte avec l'État islamique en Irak et au Levant affilié à Al-Qaïda, se bat aux côtés, à ces moments-là, de cet État islamique en Irak et au Levant, contre les Kurdes. Et dans l'Est, près des grandes villes de l'Est, ces combats sont faits en parallèle. C'est toute la complexité de situations où vous avez à la fois des accords locaux et des tensions de niveau national. C'est extrêmement compliqué. Alors justement, Jean-Paul Chaniolo, est-ce qu'il y a un risque justement d'embrasement dans ces zones libérées du nord et de l'est? Parce que Adam Bashko vient de l'expliquer à l'instant, il y a des luttes entre les djihadistes, Al-Nusra, on a parlé de l'Irak, de ce groupe, le IIL, État islamique en Irak et au Levant, l'ASL, les groupes kurdes. Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement dans ces zones libérées? Vous posez la question comme ça, c'est déjà une réponse. Il y a déjà l'embrasement, il existe malheureusement, et c'est toute la difficulté de cette affaire. Finalement, il y a une guerre civile qui se joue au nord et à l'est, dans les zones libérées. Et moi, ce que je trouve important dans cette affaire, c'est que, du coup, les Kurdes, alors dans cette complexité que vous avez très bien décrite, les Kurdes se remettent à exister. Moi, je crois qu'il faut quand même pas oublier, et peut-être que les téléspectateurs ne savent pas, mais s'il y avait un État kurde, je parle dans l'ensemble du Moyen-Orient, pas simplement
par une sécession en Si Syrie. on peut voir d'ailleurs ça la serait- carte, 20 millions de Ça Kurdes. serait sans doute l'État, en dehors de la Turquie, le plus peuplé de la région. 35-40 millions 40 millions. de Kurdes. Donc on a affaire là à une dimension tout à fait considérable. Et au fond, j'imagine, alors là je pose la question à madame qui est kurde, mais j'imagine qu'on doit penser à ce qui se passe tout à côté, parce que c'est à 2 pas, c'est-à-dire dans le Kurdistan irakien. Et le Kurdistan irakien a profité d'une circonstance historique qui était ce que vous évoquiez tout à l'heure avec la guerre du Golfe en 91 pour acquérir une autonomie, et une autonomie qu'ils ont... Qui fonctionne bien d'ailleurs. Qui s'est constitutionnalisé. Attendez, c'est intéressant parce qu'il y a un mot qu'il faut lâcher quand même et qui va revenir forcément, c'est le mot fédéralisme. C'est-à-dire Ouais. que la constitution irakienne est en principe, d'un point de vue purement juridique, est fédéraliste, et la seule région qui est vraiment constitutionnellement fédéralisée, c'est le Kurdistan irakien. Et il est évident que les Kurdes aujourd'hui doivent penser dans une Syrie à rêver, ils doivent penser à quelque chose qui est de l'ordre de l'autonomie fédérale. Enfin, après, il y a tout le problème là-dessus. Et puis un dernier mot historique, mais c'est quand même intéressant de rappeler ça, c'est que historiquement, cette région du Kurdistan irakien était dans le giron français quand on se situe à l'époque du mandat. C'est-à-dire que à l'époque où on a fait le découpage, le premier découpage mettait la région de Mossoul dans ce qui devait devenir le mandat syrien. Et finalement, il y a eu une discussion entre Clemenceau et Lloyd George, et ça a été basculé du côté irakien. Je dis ça parce que s'il n'y avait pas eu un accord entre Clemenceau et Lloyd George en 1919, aujourd'hui, les Kurdes de Syrie seraient avec les Irakiens et on aurait un grand ensemble important. Et le problème se poserait en termes très différents. Il faut rappeler quelquefois ces données historiques. D'un État indépendant. Et le traité de Sèvres avait... Et le traité de Sèvres avait effectivement prévu un État kurde. Voilà. Et aujourd'hui, bon, maintenant, on parle de ça revient, comme un tabou. Et le fédéralisme, d'ailleurs, c'était un des thèmes qui a été discuté entre le Conseil national kurde et la coalition syrienne comme thème pour l'intégration du Conseil national kurde au sein de la coalition syrienne. Après, on a mis certaines Est-ce que vous trouvez qu'ils sont réserves. bien représentés, les Kurdes, au sein de la coalition nationale syrienne? On a fait beaucoup d'avancées. Ce Écoutez, n'est pas, moi, je vous ça dis ne une correspond chose. pas exactement Je à vous donne ce une que chose. souhaitent les Kurdes dans leur totalité. Ils sont Il y a moins un représentés qu'un petit groupe d'un intellectuel syrien. La moitié. Alors, ça, pour ce sont ça, les je vous dis une divisions, ça, ce chose. sont les divisions Je vous dis entre- une chose. Je vous On dis une commence à avoir chose l'habitude, vraiment. hein. Je vous dis une On commence chose. à avoir l'habitude, là, Je vous Kamala. dis une chose. Je vous dis une chose. Le fait que ça arrive à Istanbul, ils ne peuvent pas obtenir plus. Tandis qu'on a fait notre réunion à Halboun, à côté de Damas, notre slogan était écrit et notre titre de congrès était écrit en arabe et en kurde pour la première fois Qu'est-ce dans que vous l'histoire de la proposez Syrie. pour les Kurdes? Qu'est-ce que vous proposez pour les Kurdes de Syrie? Nous avons un programme. Oui, Nous qui avons dit quoi? un programme qui donne dans la constitution des régions autonomes en Syrie, dans l'ensemble du territoire syrien, des droits. 1. 2. Nous avons étudié l'ensemble des droits politiques, socio-économiques et culturels étouffés pendant la période de partie basse. On a fait un travail et ce travail, Oui, c'est notre devoir C'est de tous. droit de citoyenneté, C'est mais notre vous n'allez pas c'est au-delà notre- de ce que les Non, Kurdes non, non, réclament. écoutez, Une sorte de écoutez, fédéralisme je ou ne- d'autonomie. Vous êtes Ouais, je vous dis une le chose. fédéralisme, oui ou non? Je vous dis une chose. Le fédéralisme. Je vous dis une chose. Le, Eh ben, voilà. le fédéralisme adopté par la population kurde dans un référendum, on l'accepte. Juste, Jean-Paul Chagnolo, juste un mot. juste un mot. Deux choses peut-être. La première, c'est que on retrouve dans ce débat des questions fondamentales qu'on a complètement oubliées pendant des décennies, qui sont effectivement les droits des minorités. Parce qu'on peut aussi parler des chrétiens. Non, oui, alors Aussi, ça, hein, ça parce va qu'il se y a poser en beaucoup termes de- différents oui, il y a parce qu'il beaucoup ne de- peut pas y avoir un État Mais là, il chrétien. ne peut pas y avoir un État Voilà, chrétien, oui, oui. c'est différent. Mais c'est une vraie problématique en Bien sûr, Syrie. et donc du coup la solution constitutionnelle, dès lors qu'on parle dans un système ouvert, pluraliste, démocratique, la seule solution par rapport à ces questions, elle est soit une forte décentralisation avec des régions autonomes, soit du fédéralisme. C'est ça l'option Exactement. constitutionnelle. Il y en a pas d'autres. Attendez, Les deux mais- options Jean-Paul sont Chagnolo. possibles. mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde
la question du fédéralisme. Le fédéralisme conduit toujours, historiquement, à ce qu'à un moment donné, ceux qui sont dans ces situations-là, c'est lorsqu'il y a une identité forte, comme c'est le cas des Kurdes, bien entendu, il y a un moment où, lorsqu'ils le peuvent, historiquement, quand le moment historique est venu, il se détache. C'est-à-dire que le fédéralisme est souvent dans ces configurations-là. On n'a qu'à regarder en Europe de l'Est ce qui s'est passé, en Tchécoslovaquie, ou dans beaucoup d'endroits. Eh bien, à un moment donné, le fédéralisme est la première étape de la création d'un État. Quoi. La Tchécoslovaquie, par exemple, c'était un État fédéral. Si je prends un exemple très européen et très simple, aujourd'hui, la Belgique est un État fédéral. Je ne suis pas sûr que ce soit pas une étape vers un État wallon et un État flamand pour revenir en Europe. Donc, si vous voulez, le fédéralisme a cette chance, cette force, et en même temps cette ambiguïté. Mais en tout cas, quelle que soit l'hypothèse, décentralisation très poussée, autonomie, ou bien fédéralisme, dans les deux cas, cette question ne s'est jamais posée auparavant. Évidemment, il y avait un régime qui écrasait tout. Et je pense que c'est important que des débats comme ça puissent naître. Et ils vont maintenant perdurer jusqu'à ce que les transformations politiques en profondeur se fassent. Moi, je crois qu'il y a deux éléments essentiels qui sont au service du peuple kurde dans la région. Le premier, c'est la démocratie. Deuxième, c'est vraiment revoir la région dans un cadre de coopération entre l'ensemble des peuples, turcs, kurdes, arabes et persans. Dans cet esprit-là, qu'on va vraiment donner aux Kurdes leurs droits, quelle que soit l'issue politique. Adam Bashko, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que les Kurdes ont obtenu de grandes victoires quand même militaires dans le nord. Qui les finance? D'où viennent les armes? C'est quand même une question aussi qu'on se pose. Je vais répondre à votre question rapidement et je vais rajouter un deuxième point parce que ça me paraît quand même important dans le débat qu'on a là. Le PKK a pris le contrôle des zones, donc je répète, le PYD, qui est une organisation affiliée avec le PKK. Le PKK, on le rappelle, ce sont donc les Kurdes de Turquie, qui a une revendication sur l'ensemble du Kurdistan. Chez eux, on parle du Kurdistan de l'Est, du Nord, du Sud et de l'Ouest. C'est une revendication transnationale. Ce mouvement-là qui a profité de la situation, qui avait comme tradition d'avoir un sanctuaire en Syrie, c'était pas nouveau. Avec Öcalan, absolument. Ouais. Ce mouvement-là a repris des positions à négocier avec le régime en 2011 et a repris dès mars 2011, dès les premières manifestations, un rôle dans les zones, et en septembre 2011, a mis en place la répression à la place du régime dans les zones kurdes. Il faut se rendre compte qu'il y a une position de proximité entre le PKK et le régime qui aujourd'hui a atteint le niveau où, dans les zones de l'Est, où justement ce mouvement kurde est en position de faiblesse, ce sont les avions du régime qui bombardent les positions de l'insurrection en face des Kurdes et qui donc soutiennent directement, opérationnellement, au niveau tactique, les unités du PKK. Donc vous avez une porosité entre régime et PKK qui est extrêmement importante. Ce qui me semble important, et j'aimerais quand même mais les Kurdes, parce que là vous me parlez du PKK, des Kurdes de Turquie, mais les Kurdes de Syrie qui remportent aussi... Avant de protester... Moi je vous dis une chose. Non mais... Attendez, soyons précis. Mais au même moment, il y avait 1500 Kurdes de PYD en prison en Syrie. Absolument, c'est pas du tout incompatible. Et en plus, quand vous parlez de ça, d'abord, le PYD, ce n'est pas le PKK. Attendez, on s'entend plus. Oui, s'il vous plaît. Et l'ensemble des partis politiques n'avaient pas 20 prisonniers politiques. C'est désolé, Aïdine. Oui, le PYD, ce n'est pas le PKK. Certes, ils ont, sur le plan idéologique, beaucoup de ressemblances. Et monsieur, je voudrais bien, quand vous parlez de ça, que vous dites aux gens qui nous regardent que ce mouvement de PYD ou des gens pro de PKK ont de coprésidence homme-femme, qu'ils réclament la parité à 100%, donc 50% hommes, 50% femmes. Qu'aujourd'hui, cette armée de PYD. Non, je soutiens les avancées. Vous défendez. Mais bien sûr. Le PYD comme il est. Oui, qui le finance? Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui finance. Il remporte des victoires militaires incroyables dans le nord du pays. Qui finance? Qui donne les armes au PYD? Kandil, c'est qui? Kandil, c'est qui? C'est-à-dire la région du nord de Kurdistan, là où il y a nos collègues qui leur envoient. Madame, il y a énormément de collègues. C'est une solidarité entre Kurdes normales.
si vous dites maintenant... Il vaut mieux de Kandil que de Bandar Ben Sultan. Mais bien sûr, l'aide de PKK pour les Kurdes, ça va de soi. Il y a le gouvernement régional du Kurdistan d'Irak qui aide également les Kurdes de Syrie. Donc, il ne faut pas penser que les Kurdes de Syrie, c'est uniquement 3 millions de Kurdes isolés. Les Kurdes ont un sentiment de solidarité entre eux très forte. Et effectivement... Et on le sent chez vous ce soir, en tout non, cas. bien sûr, bien sûr. Zulia Aydin, vous êtes peut-être dans la coalition nationale syrienne, mais vous défendez... Mais je suis surtout pour les Vous défendez les Kurdes. Ce que je voudrais dire, Mais c'est une réussite de l'exemple. Les Kurdes restent les seuls composants dans le Moyen-Orient. Non, mais les Kurdes restent les seuls à défendre la laïcité et les droits des femmes. Et je suis obligée de les défendre. Je ne peux pas acquiescer à un État qui, comme en Raqqa, maintenant on impose en Syrie la voile intégrale et on assassine les gens, on impose des tribunaux islamistes. Donc les Kurdes font l'exception aujourd'hui en Syrie. En tout et cas, toute la coalition doit les en suivre. tout cas, Itamana, il a défendu aussi les Kurdes, donc on peut déjà vous êtes défendu rejoindre, les vous êtes tous Kurdes. défendu les Kurdes. Vous pouvez vous rejoindre au moins sur un point. On n'aura pas parlé de savoir s'il y aura peut-être un jour une partition justement de la Syrie avec peut-être un État kurde et peut-être le régime qui se replierait aussi sur l'attaquer. En tout cas, ce sera peut-être l'occasion d'un prochain débat. On n'a pas parlé non plus de la conférence de Genève, mais il n'y avait peut-être pas grand-chose encore à en dire ce soir et on espère qu'on aura l'occasion d'en parler lors d'un prochain débat. Merci à tous les quatre. Vous restez ici.